Monsieur Franck Scola. Alors, vous êtes médecin de formation, mais vous êtes également collègue, puisque vous avez quand même un parcours de certaines années, j'ai oublié le nom, en tant que médecin de l'éducation nationale. Donc vous connaissez bien la maison d'éducation nationale, les rigueurs, les difficultés, et tout ce qu'on peut aussi y introduire comme inventivité et comme autre parcours, ce qui vous a fait dévier un petit peu. Et vous êtes entré sur cette question de la mondialité par une autre porte qui est celle des expatriés. Ce ne sera pas le débat d'aujourd'hui. Néanmoins, ce parcours vous a ouvert des réflexions, vous a amené, je reviens à un petit texte, sinon je vais partir trop loin. Donc vos travaux vous ont amené à explorer les différents champs, les conditions et répercussions liées au traumatisme migratoire et bien d'autres. Avec cet objectif de mettre fin, et là je le cite, à l'improvisation dangereuse dans le diagnostic des problèmes de santé des familles expatriées. Voilà. Et je suis assez curieuse, effectivement, puisque je connais un petit peu moins vos travaux, de voir ce que vous pourrez nous amener comme ressources pour effectivement penser ces choses-là. Vous avez intitulé votre intervention « Difficultés scolaires chez l'élève allophone, plurilingue et ou en contexte post-migratoire ». Alors, j'ai eu une activité de médecine scolaire et j'ai arrêté depuis 2 ans, par choix. Désormais, je fais des formations. Donc, mesdames et messieurs, vos missions, les éventuelles difficultés, la complexité, je la connais. Et on est mieux placé quand on est extérieur de la maison et la connaissant pour pouvoir pointer certains constats. Ça va aller dans le prolongement de ce qui a été dit ce matin lors de la conférence de Saïd Ibrahim et de Madame Atenour. Donc merci d'ailleurs pour votre présence et également dans la prolongation de ce que tu viens de dire, cher Daniel. D'ailleurs, j'ai un service à te demander, comme j'étais un de tes lecteurs, veux-tu bien me signer mes exemplaires avant qu'on ait Ce qui a été dit ce matin et ce qui vient d'être dit ne s'applique pas qu'au champ du psychisme, du comportement dans la famille, du comportement à l'école, du bien-être global, mais dans l'ensemble de tout ce qui définit la santé. Un état, selon l'OMS, de bien-être psychique, physique et social. Lorsque l'on considère l'élève, enfin un patient ou un élève, une personne dans sa globalité, avec son histoire singulière, les événements migratoires y ont une importance. L'éventuel changement de sol, d'environnement physique, avec changement d'exposition à des facteurs climatiques, animaux, végétaux, comestibles ou au contraire hostiles. Une culture qui change. Alors la culture, étant donné que ça aurait 350 définitions selon la discipline dans laquelle on l'utilise et comment on l'utilise, je m'excuse juste d'y avoir mis une majuscule parce que désormais culture ça s'écrit avec un petit c et ça peut prendre un s. En tout cas, culture et langue importent dans la santé et dans les disciplines en rapport avec la santé. Et sont impactés par les événements migratoires, les événements culturels et l'environnement linguistique, le corps. Parce que c'est quand même avec un corps que l'on change de territoire. C'est le corps qui est le réceptacle de l'environnement, alors de ce qui va être ingéré, de ce qui va être respiré, etc. Les fonctions mentales, donc dans toute leur complexité, le développement également. Le développement en contexte post-migratoire, en contexte de diversité linguistique, de transculturalité.
que ce soit au niveau langagier, au niveau cognitif, au niveau affectif et identitaire, sera aussi impacté. Et de surcroît, les compétences scolaires, la vie sociale, la vie familiale, chez l'adulte, la vie professionnelle, la vie de couple, etc. Alors, juste pour finir les présentations, ce que moi je me suis attaché à faire dans mon travail, ça a été, alors initialement, de démontrer l'existence d'une spécificité médico-sociale en expatriation. Alors, en expatriation parce que c'est ainsi que c'est le plus souvent décrit dans la migration économique, par opposition à la migration de contrainte, mais ce qui s'applique aux personnes qui sont en situation migratoire de façon subie, hein, dans la migration contrainte, s'applique à toute personne qui tout simplement change de sol, s'expose à un nouvel environnement physique, sociétal, social et linguistique. Qu'est-ce qui se passe comme processus? Un changement de statut. Alors j'endosse éventuellement le statut d'étranger, éventuellement d'allophone, si la langue parlée sur le territoire d'accueil est différente de la mienne. Un changement de statut également à l'intérieur de la famille. Je suis éventuellement un conjoint suiveur, le conjoint qui ne travaille pas, qui suis assigné à de nouvelles missions dans l'organisation de la famille. Il y a un changement d'environnement, on l'a dit, physique, sociétal, etc. Et ça peut être vulnérabilisant. Reconnu comme tel ou pas. Voilà. Et le statut d'étranger peut être parfois vécu comme un fardeau, parfois comme un atout. Ça importe. Et puis je suis exposé à tous les risques au niveau de ma santé. Les risques de maladie, d'accidents, etc. Et il y a des facteurs aggravants qui eux-mêmes sont spécifiques, les difficultés d'accès aux soins, et pas seulement à cause de la barrière linguistique, mais plutôt du fait que l'encodage culturel de toutes les notions que l'on utilise dans un cabinet médical, mais également dans une institution scolaire, se décode différemment selon la culture d'affiliation de la personne. Notamment pour les notions qui sont abstraites, pour les notions qui sont éventuellement tabous, qui sont éventuellement non dites. Nous intéressant aux enfants, justement, une grande partie de la transmission se fait justement par des non-dits, par des transmissions non explicites. Voilà, parmi les facteurs aggravants, il y a éventuellement des tendances inappropriées dans le soin. Alors inapproprié, j'aurais dû le mettre en italique, parce que inapproprié, je me positionne en médecin et je me positionne finalement en français et en professionnel travaillant dans la norme française, une des normes. Et puis les risques liés aux réseautages, je m'étais permis de le rajouter parce que ce qu'on a appelé à l'époque coloniale le téléphone arabe, c'est une réalité sociologique, c'est qu'à l'intérieur des communautés, il y a parfois du bouche à oreille plus ou moins efficace. Et parmi les communautés expatriées, il y a beaucoup d'échanges sur tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, qui ne sont pas toujours les versions officielles. Petit rappel, petite évidence, la culture, dans les contenus culturels qui nous importent, autant du point de vue de la santé mentale que du point de vue du développement de l'enfant, que du point de vue de la performance scolaire, de la vie scolaire. La majorité n'est pas visible, et d'ailleurs l'affiliation culturelle de la personne n'est pas visible. Ça n'est pas le phénotype physique d'une personne qui va vous faire définir à quelle culture elle s'apparente. La langue non plus d'ailleurs. Un bon exemple, c'est celui de Laurence d'Arabie, dont la langue dominante était l'anglais, et dont, à force de faire de l'espionnage en milieu plutôt arabe, avait plutôt des références culturelles arabes. Voilà, donc ce qui est le plus important n'est pas forcément visible et c'est le plus souvent non dit, non exprimé. Et étant
Reconnaissons que la rencontre des cultures n'aboutit pas toujours à quelque chose d'harmonieux, de convivial, de sympa. Il y a d'éventuelles rivalités, il y a d'éventuelles incompréhensions, une éventuelle compétition. La rencontre des cultures, éventuellement, au niveau du couple, exotisme et érotisme ne riment pas toujours. Parfois, c'est exotique et chaotique. Et notamment, pour les couples mixtes, c'est souvent après la naissance du premier enfant qu'il y a une rivalité qui s'instaure, une tension dans le couple qui peut apparaître sur la transmission des traits culturels, de la langue, etc., dans la proportion. Parce que ce qui est de l'ordre du bien, du mal, du décent, de l'indécent, de l'acceptable dans une culture n'est pas forcément dans l'autre. À l'intérieur même d'une communauté nationale et déjà de la complexité, en contexte multiculturel, ça l'est encore plus. Donc, ce décor étant planté, il existe bien des risques interculturels. La notion de risque interculturel a été beaucoup documentée par Benjamin Pelletier, alors, qui est un ami qui s'est un petit peu attaché à la même chose que moi, c'est-à-dire de sortir les trésors qui existent dans les universités mais qui sont insuffisamment vulgarisés, et puis finalement essayer de les appliquer, essayer, si je peux utiliser l'expression, un petit peu d'évangéliser, de transmettre. Et parmi ces risques interculturels, même les plus grands peuvent tomber dans le piège. Est-ce que ça se dit « your delicious wife » en anglais pour dire « je salue votre délicieuse épouse » en dehors du contexte d'anthropophagie ou de dérapage? Donc, dans le champ diplomatique, les risques interculturels sévissent parfois. Et puis là aussi, on peut appeler ça une faute de goût. Dans un magasin de chaussures de sport à Manos, alors qu'il a fermé, c'est pour ça que je m'autorise à le mettre, le titre de l'enseigne était Gates Food, et ça correspond à une maladie dermatologique du sportif. C'est une mycose interorteil. Alors ces risques interculturels, lorsqu'ils surviennent dans la tentative de compréhension d'un enfant, alors face à un repérage, eh bien il y a un repérage de difficultés de la part de professionnels de l'enseignement, de la part de professionnels de la santé. Le risque, ça peut être d'assigner aux pathologiques une situation tout à fait bénigne. Et c'est là-dessus d'ailleurs que je vais faire un focus sur les diagnostics discutables, voire erronés, de troubles du langage ou de troubles des apprentissages chez des élèves qui tout simplement fonctionnent différemment. Ce matin, ça a été décrit concernant la santé psychique des élèves. Moi, je vais le faire tout à l'heure sur les habiletés langagières et certaines dans le passage à l'écrit et des compétences scolaires. Voilà, donc dans le champ de la santé, dans le champ de la parentalité, dans le champ de la scolarité, les risques interculturels existent. Alors, le risque de mésinterprétation, en effet, mais il y a aussi le risque de tension, de conflit, de rupture de l'alliance thérapeutique, de rupture du dialogue famille-institution, donc d'échec d'un éventuel accompagnement. Alors en cas de difficulté, ça peut aggraver la difficulté. Donc juste pour rappeler qu'il existe des notions théoriques et il existe des outils pratiques qui sont un véritable trésor, mais insuffisamment diffusés parmi les psychologues. Mon discours serait de tenter justement de l'uniformiser pour que, quand on décrive une situation atypique qui attire l'attention,
dans un contexte post-migratoire ou chez un élève allophone, chez un élève plurilingue, on utilise ces mêmes notions, mais qu'elles soient définies de la même façon. Donc, toutes ces notions-là, que je ne vais pas décrire, à moins que tout à l'heure, que je ne vais pas définir strictement, à moins qu'il y ait des questions là-dessus, méritent vraiment d'être maîtrisées par les psychologues de l'éducation nationale, qui sont beaucoup concernés par cette situation, en dehors d'un contexte bien au-delà du contexte de nouveaux arrivants. On a notamment les élèves issus de l'adoption internationale, les enfants de couples mixtes, des franco-français en retour d'expatriation qui sont dans cette situation. Voilà, c'est les habitants de régions limitrophes, les enfants de famille où l'on veut ressusciter ou maintenir une langue étrangère ou des codes culturels qui sont hérités, qui ont survécu dans la famille. Voilà. Et l'autre mot-clé, c'est que dans la clinique transculturelle, on a une approche qui est complémentariste, c'est vraiment un mot propre à cette discipline, qui fait appel à bien des sciences autres que les sciences médicales. Il devrait y avoir des sciences de l'éducation également. Voilà. Et parmi les mésusages, j'en citerai, alors on ne peut pas tous les citer, mais parfois, par abus de langage, on utilise notamment la langue maternelle qui, dans l'anamnèse d'un élève plurilingue, peut avoir une vingtaine de définitions. La langue maternelle, initialement, c'est la langue de la mère qui, traditionnellement, transmettait le langage et le savoir, parce qu'elle était plutôt au foyer. Or, parfois, la langue maternelle, finalement, c'est la langue du père. La langue maternelle, telle que le définit l'intéressé, parfois, c'est la langue la mieux maîtrisée. La langue la plus, pour laquelle on a le plus de spontanéité. La langue du pays d'origine, ou la première langue apprise. Donc, voilà, les mésusages que l'on voit régulièrement au niveau sémantique se répercutent sur les notions et font que finalement, cette discipline, qui est une discipline régie par des méthodologies, par des descriptions de processus, est ainsi insuffisamment vulgarisée en est là. Donc avec Albert Camus, je disais, bien définir les choses, c'est déjà enlever un peu de malheureusement. Voilà. Et bon, voilà, et ces trésors-là, c'est plus à démontrer, s'effectuent dans beaucoup d'autres choses. Voilà, parfois, beaucoup d'autres domaines, c'est entendu. Parfois, justement, un certain sensationnalisme existe autour de l'évocation de ces situations-là, mais la clinique transculturelle ne correspond pas à de la médecine exotique. C'est la raison pour laquelle, souvent on enjolive la situation, alors qu'il y a des situations un petit peu regrettables liées aux événements prédécrits. Voilà, donc ces risques-là sont décrits. Je voudrais, pour le temps qu'il reste, faire un focus sur plusieurs situations où des erreurs diagnostiques ou des diagnostics hâtifs, alarmistes, sont faits dans des situations qui sont absolument bénignes. Le bilingue simultané, pour rappel, c'est l'enfant de couple mixte qui, dès le début de la vie, dès le ventre de maman, le 4e mois, quand sa cochlée est déjà développée, a été exposé par l'intérieur et par l'extérieur à la langue de maman. Et puis à la langue de papa par l'extérieur. Il vouera sa préférence à la langue maternelle le plus souvent. Et c'est les neurosciences qui nous l'enseignent. Ce sont les mêmes zones, les mêmes aires cérébrales qui hébergeront les habiletés des deux langues. Théoriquement, ces premiers mots n'arrivent pas à 10 ou 12 mois. Et ces premières associations de mots n'arrivent pas à 18 mois. C'est une apparition différée du langage
une typique atypie du bilingue simultané, mais ça n'est pas une situation pathologique. Et combien de fois suis-je revenu sur des diagnostics hâtifs, erronés, alarmistes, culpabilisants pour les parents, avec des conséquences sur la vie, sur la relation dans le couple, les relations avec l'institution, faisant faire certains choix de retour dans le pays d'origine ou de renoncer à la transmission d'une des langues pour une situation qui méritait seulement d'être connue comme théorique, comme prévisible, comme anodine, transitoire. D'ailleurs, le bilingue simultané, ensuite, il va passer par une phase de code mixing où il ne cloisonne pas encore les langues et où il mélange les langues dans son discours pour garder un continuum sans le moindre caractère pathologique. Pour qu'ensuite, dans la 6e année de vie, il y ait un cloisonnement entre les deux langues et qu'il accède à un statut de bilingue effectif. Pour ce qui est du bilingue consécutif, celui qui a une EL1 et ensuite une EL2, j'ai vu plusieurs fois, et j'ai vu dans mon activité de médecine scolaire, où j'étais quand même un peu tenu à un devoir de réserve, j'ai vu des diagnostics, des évocations en tout cas, de troubles du spectre autistique. Pourquoi? Parce que l'élève bilingue consécutif, il arrive d'abord allophone, donc il ne parle pas la langue d'accueil. Pendant une certaine période, il ne parle pas. Alors ça porte un nom, ça porte multisme sélectif, multisme électif. Alors, et il a même une rareté, une hyponymie, une rareté de la communication même non verbale. Éventuellement un sentiment d'insécurité, ça vous est déjà arrivé d'être dans un contexte où vous ne comprenez pas, où vous ne pouvez pas échanger, donc ça frustre. Il a forcément un désintérêt pour les activités de groupe, et puis il a éventuellement une attitude d'hyperfocalisation sur un objet, sur une activité, plutôt seul, et d'éventuels signes de frustration qui peuvent être apparentés à du flapping, etc. Un score de diagnostic de trouble du spectre autistique peut cocher toutes les cases, score ADOS, etc. Et puis, comme par enchantement, des fois, 3 mois après, une fois qu'il devient ensuite bilingue passif, il comprend, mais il ne parle pas encore, il participe aux activités de groupe, il peut au moins déjà interagir, il est moins frustré, et bien, comme par enchantement, 3 mois après, ça va mieux. Alors, il n'y a pas une question. Alors, d'autres exemples, celui des diagnostics très fréquents de suspicion de dyslexie chez des élèves bilingues. Alors, j'interviens dans le réseau français à l'étranger, dans les écoles françaises à l'étranger, et il y a beaucoup d'élèves qui ont, on va dire, des syndromes dyslexiques-like, avec une lenteur à la lecture et à l'écriture, un moindre intérêt parce qu'il y a une fatigabilité pour les énoncés, alors malgré pour les phrases longues, les complexes, surtout si éventuellement à l'écriture il va y avoir des dysgraphies, etc. Bon. Et puis un écho affectif assez important, un moindre intérêt pour le travail, surtout quand scolaire écrit. Et ces élèves-là sont étiquetés dyslexiques, alors que la dyslexie, pour rappel, c'est un trouble primitif du langage écrit, un trouble primaire. Et dans les situations de bilinguisme, on est dans une situation justement d'exclusion de ce rassemblement de symptômes pour en faire un syndrome et un diagnostic. Donc voilà, donc je vais conclure, tout ça pour dire que la volonté, le réalisme, les moyens sont utiles, mais qu'il existe d'authentiques expertises dans le domaine et que le simple fait et que ne pas les utiliser, c'est se limiter à tout simplement bien vouloir. L'expertise, c'est pas seulement être charitable, être de bonne volonté, etc. Il faut vraiment utiliser les classifications qui existent de type de bilinguisme, de type de bilingualité, c'est-à-dire que fait le bilingue avec son bilinguisme pour, autant que possible, comprendre théoriquement ce à quoi s'attendre dans la prise en charge d'un élève plurilingue face à un repérage. Voilà, le focus était essentiellement là-dessus. Je vous demande de bien vouloir mémoriser ces notions-là de spécificité, d'éventuelles vulnérabilités en contexte migratoire, qui d'ailleurs traversent plusieurs générations, et de professionnalisme
professionnalisation des équipes. Voilà, pour conclure, je vous invite, s'il vous plaît, à bien vouloir vous intéresser au travail de l'association interdisciplinaire pour la recherche et les soins sur l'enfance bilingue, BIRISE. Vous pouvez vous inscrire à sa newsletter et vous êtes invité d'ailleurs à y partager des contenus. Voilà, on fait également des accompagnements de thèse et de mémoire. Merci pour votre attention.